conflits électoraux. Et vous aurez compris immédiatement que lorsqu'on parle de conflits électoraux, on ne parle pas de contentieux électoraux. La première différence entre les conflits et les contentieux. Vous avez parlé de conflit. Vous avez parlé donc de violence. Le conflit est une attitude, est un comportement, est un constat de mésentente, de contradiction entre deux individus ou deux groupes d'individus. Le conflit sous-tend une émotion, la peur, l'inquiétude, l'anxiété. Mais le conflit peut aller aussi à la violence. En parlant des différentes sortes de conflits, vous avez parlé, je m'en souviens, des conflits intrapersonnels. Chaque être humain est habité par des questionnements. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, le conflit qui naît chez vous, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant que j'ai tant souffert, maintenant que je me suis battu, j'ai appris, j'ai côtoyé des hommes et des femmes qui sont mes promotionnaires et qui resteront mes amis et mes promotionnaires à vie. Qu'est-ce que je vais faire de la prochaine étape de ma vie? Voilà un conflit, mais positif. C'est un conflit intrapersonnel. Et le conflit interpersonnel, le conflit entre deux voisins, ce genre de conflit peut se passer dans les rues, à l'autogare, peut-être à la maison. Et ça se règle aussi entre frères et sœurs, entre amis, entre copains. Il y a le conflit intergroupe. Intragroupe, le conflit intra-État ou le conflit inter-État. Donc, ce sont les différentes sortes de conflits que nous gérons tous les jours au quotidien. Mais vous êtes allé plus loin. Vous avez parlé des sources de conflits. Et c'est là qu'il y a la connexion entre la question électorale et la conflictualité. La question du conflit électoral est une question qui englobe toutes les sources de conflit. Quelles sont les sources de conflit? Conflit d'intérêt, il y a dans le conflit électoral. Conflit identitaire, il y a dans le conflit électoral. Conflit religieux, il y a dans le conflit électoral. Conflit cognitif, il y a dans le conflit électoral. Conflit affectif, il y a dans le conflit électoral. Conflit d'intérêt économique, il y a dans le conflit électoral. Toutes les formes de contradiction se cristallisent dans le concept de conflit électoral. Ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, c'est que l'élection dont il est question est, dans toute démocratie participative, un mécanisme ou un acte par lequel une personne, une population, donc on dit un peuple, se prononce sur un individu, sur un programme ou sur un parti politique. Un individu, c'est un candidat. Alors, lorsque cette expression, lorsque ce concept prend une tournure de violence, il faut d'abord savoir situer l'historique de la question et déterminer la source qu'on appelle les causalités. Et ceci vous amène forcément à une perception qu'on appelle la cartographie du conflit. Quels sont les éléments constitutifs du conflit électoral en question? Dans l'analyse de cette cartographie du conflit, vous prenez un État donné, donc un pays donné. Et ce sont des citoyens qui sont engagés dans ce pays. Donc la nation est engagée, on est citoyen d'une nation, on a la nationalité d'un État. Incidemment, l'expression de la citoyenneté, de la nationalité, vous conduit à des devoirs et à des droits. Droits de l'homme, droits du citoyen. Dans l'exercice de ces droits-là, le cycle électoral est un cycle incontournable. C'est une soupape de sûreté. Et les États africains ont été confrontés à ce mécanisme à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsqu'il nous a été demandé de choisir entre les formes de gestion de nos sociétés, nous avons commis pas l'erreur, même pas l'imprudence, mais la volonté
de prendre en référence et en exemple le droit positif occidental. En prenant le droit positif occidental, nous avons du coup diminué la pesanteur du mécanisme traditionnel de résolution des conflits. Ce qui fait du vote ou du processus électoral une machine, un engin démuni de son soubassement culturel, de sa soupape de sûreté. Et cela nous a exposés. Et cette fragilité n'était pas visible tant que nous étions sous la guerre froide. Pendant la guerre froide, c'était la compétition entre les blocs. Le bloc soviétique et le bloc de l'OTAN. Mais à la fin de la guerre froide, donc après la chute du mur de Berlin, et à partir précisément de 1990, le nombre de coups d'État et de tentatives de coups d'État, les conflits intra-étatiques et les conflits interétatiques, les conflits religieux se sont accumulés. Aujourd'hui, les formes conventionnelles de guerre et de conflit n'existent presque plus en Afrique. C'est-à-dire, on ne prend plus les chars, les kalachnikovs, les pistolets pour aller vers l'ennemi ou les ennemis. On prend le couteau, le marteau, on tape sur la tête, on égorge, on cuit, on mange. La violence est arrivée à ce stade. Donc, lorsque vous parlez de conflits électoraux, vous avez posé un problème sensible au développement, lié au développement de nos sociétés. Nos sociétés sont bloquées à ce niveau, c'est mon sentiment. Je dis qu'aucun État africain ne s'en sortira individuellement. Il faut aller à l'intégration. Lorsque vous allez à l'intégration, vous avez une marge plus élargie. L'Afrique de l'Ouest, 330 millions d'habitants, 100 millions de francophones. Dans le monde, 285 millions de personnes qui parlent le français, nous sommes 100 millions, donc capables d'influencer le reste de la francophonie. Il faut donc, en récitant, en remontant les causes des conflits, il faut savoir remonter les forces avec lesquelles nous allons conclure. Il y a notre histoire qui va avec ça. C'est quoi notre histoire? Les mécanismes traditionnels de résolution et de prévention des conflits sont des outils majeurs d'apaisement en termes d'alerte précoce, qui ne sont malheureusement pas pris en compte, pas intégrés dans l'état actuel des choses. Je vais donner un seul exemple et j'en passe. Après l'éclatement de l'Empire du Ghana, lorsque l'Empire du Mané a été créé, ce n'est pas l'empereur qui a créé l'Empire, c'est l'Empire qui a créé l'empereur. C'est un ensemble d'organisations, de structures et de familles réunies qui a donné un mandat de gouvernement à l'empereur. Donc l'empereur est allé à la reconquête avec un projet de société. Et c'est en cela, dans ce projet de société, il y avait le respect du droit de la femme. Il y avait la réconciliation. Il y avait la parenté à plaisanterie. Il y avait la non-violence aussi. Mais il y avait enfin, et ça vous intéresse, il y avait l'élection. Il y avait la désignation, il y avait l'élection. Lorsqu'il faut considérer les différentes formes de droit, de justice, la justice accusatoire et la justice inquisitoire aux États-Unis, vous verrez que la liberté que donne à la justice inquisitoire permettre à l'avocat de mener ses enquêtes et d'accumuler les preuves et revenir devant le procureur pour exposer ces preuves, ce mécanisme était plus proche des mécanismes traditionnels de résolution des conflits que maintenant. En parlant des conflits électoraux, vous avez touché du doigt un phénomène, un aspect qui va vous occuper pour le reste de votre vie. Je recommande que vous vous intéressez particulièrement à cette science et à ce mécanisme. Et vous verrez que dans le cycle électoral, il y a un cadre juridique qui est fondamental.
Il y a une planification électorale et la mise en œuvre de cette planification électorale. Il y a la formation et l'éducation civique électorale. Il y a l'inscription officielle sur les listes électorales. Il y a une campagne électorale et un scrutin. Il y a une vérification certifiée des résultats. Dans ce tableau-là, chacun de nous et chacun de vous peut trouver un emploi, une occupation pour le reste de vos carrières sans qu'on ne parvienne à résoudre complètement ce phénomène, cette question-là. Depuis la conférence de la Bolle, la succession des paramètres contradictoires qui ont abouti à des cas de violence, quand je pense au Kenya, quand je pense au Rwanda, quand je pense au Libéria, quand je pense à la Côte d'Ivoire, sans parler du contexte guinéen, oui, je vous félicite d'avoir choisi ce thème parce que le processus électoral est installé dans un régime qu'on appelle la gouvernance électorale. La gouvernance électorale est l'ensemble des structures et des mécanismes. Donc les structures, donc les organes et les mécanismes qui interviennent dans la régularité, dans la réglementation du processus électoral. Alors, lorsque vous parlez de gouvernance électorale, vous parlez aussi de gouvernance tout court. Quel est le rôle que nous pouvons jouer par rapport à l'observation de la gouvernance tout court dans le processus de la gouvernance électorale? C'est la société civile. Ce sont ces braves hommes et ces braves femmes qui passent leur temps, je les appelle souvent le club des savants, Mohamed Kamara, M. Banobari, Amara Somparé, le professeur Sidimé, les professeurs Bagat et beaucoup d'autres qui sont ici, qui vous entourent, qui passent leur temps à expliquer aux populations l'importance de la paix et de la cohésion sociale, l'importance de la paix et de la non-violence. Les différentes chartes et conventions de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne, sur les mécanismes de régulation des élections sont une chose. Mais la technologie des élections, la technologie électorale nous manque et nous manque grandement en Afrique. Il faut l'avouer. Qu'est-ce qui compense ce manque à gagner? C'est la conscience citoyenne. Et c'est cette conscience citoyenne que vos professeurs, à travers vos formations, vous ont légué, vous ont donné. Retenez, nous sommes en 25 années à près de 8 millions de victimes des conflits en Afrique. Victimes et déplacés. Déplacés et réfugiés. Réfugiés et disparus. Nous sommes à près de 22 000 cas signalés de conflits. Signalés de conflits de toute nature et de toutes sortes dans les pays africains. Les pays qu'on appelle l'arc des conflits, donc qui commence par la RDC au Pakistan. 80% des conflits nés pendant ces 25 dernières années sont partis de cet axe-là. L'Afrique est concernée. Le processus électoral est un processus incontournable en démocratie. Et puisque nous sommes en démocratie, la transparence et la régularité du processus électoral reposent sur la capacité des citoyens à surpasser les émotions individuelles et à se positionner par rapport à la citoyenneté. Aucune élection n'est parfaite, aucune élection ne serait parfaite. Mais les agents techniques, les fonctionnaires, les observateurs chargés de gérer les questions électorales doivent être habités par un souci d'intégrité morale et d'intérêt général qui les met au-dessus du positionnement partisan. Nous étions au mois d'avril 2013 à Dakar dans les préparatifs des élections présidentielles. Un collègue observateur sénégalais m'a dit, lorsque je lui ai posé la question de savoir s'il n'y aura pas de bourrage des urnes, il a dit non, mais les Sénégalais ne feront plus ça. Mentalement, nous avons dépassé ça. Quelqu'un ne peut pas te donner des bulletins pour aller mettre dans les urnes pour quelqu'un. Ça, ce n'est plus possible au Sénégal. C'est l'éducation civique qui fait ça. Lorsque vous observez les élections en Europe, dans les démocraties avancées, la question n'est pas de savoir qui a falsifié quel document
au niveau de la centralisation ou au niveau de la